Selon vous, quelle est la plus grande erreur de calcul que les décideurs occidentaux commettent actuellement à propos de l'Iran? Ce n'est pas une guerre à escalade contrôlée. Les États-Unis peuvent choisir d'y entrer, mais pas de la façon dont elle sera menée. Et ils ne peuvent pas décider quand la guerre se termine. Les États-Unis commencent à manquer de ces défenses aériennes. Les Iraniens déploient des drones et des missiles de plus en plus puissants. Ils frappent Israël. Nous ne recevons pas beaucoup d'images à ce sujet, mais c'est parce que les Israéliens ne le permettent pas. Je pense que nous nous sommes illusionnés avec une partie de la propagande. Sans honnêteté sur les objectifs, il est impossible de prévoir ce que fera l'adversaire. Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau le professeur Glenn Diesen au studio. Il détient l'une des chaînes YouTube géopolitiques à la croissance la plus rapide, proposant des interviews remarquables avec des experts mondiaux pour offrir les meilleures analyses sur la guerre en Iran. Mais pour l'épisode d'aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi ne pas inviter le maître des interviews pour une interview exclusive et recueillir son point de vue en tant qu'Européen alors que nous observons ce conflit sans précédent en Iran? Professeur Dizen, bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci. Et merci pour cette introduction très aimable. Absolument. Ma première question pour vous est la suivante. J'aimerais savoir ce que pensent les Européens de ce conflit, parce qu'en ce moment, aux États-Unis, nous voyons que l'opinion sur cette guerre est très polarisée. Vous savez, certaines personnes la soutiennent. Je dirais que la majorité ne la soutient pas. Mais en Europe, j'aimerais connaître le sentiment et ce que pensent beaucoup d'Européens. Par exemple, le gouvernement espagnol a refusé aux États-Unis l'utilisation de leurs bases militaires, causant un gros problème pour eux. Donnez-nous un aperçu de ce sentiment majoritaire en Europe et des actions des dirigeants européens. Eh bien, je pense que, comme vous l'avez dit, l'Europe devient, ou même l'Union européenne devient 27 États membres. Donc, il est très difficile d'obtenir une position commune. Je déconseille généralement la position commune. Parce que la seule façon d'obtenir l'accord de 27 pays avec des intérêts et des perspectives différents, c'est de présenter quelqu'un ou quelque chose de manière trop simpliste, comme une lutte du bien contre le mal. Faire pression sur tous pour qu'ils adoptent la même position. Donc, cela a toujours été un défi. Mais en ce moment, il y a trop de variables en jeu. Certaines personnes pensent que c'est une bonne idée d'essayer de renverser le gouvernement iranien. D'autres pensent que ce n'est pas le cas. Certains croient que c'est possible. Certains demandent, même si l'idée est bonne, comment cela fonctionnerait-il concrètement? Comment la mettre en œuvre? De plus, il ne s'agit pas seulement de leur point de vue concernant l'Iran, mais la relation avec les États-Unis est également au premier plan. Ensuite, comme vous l'avez mentionné, les Espagnols étaient les seuls à s'opposer véritablement à cela de manière significative en refusant aux États-Unis l'accès à leur base. Donald Trump a ensuite déclaré vouloir cesser tout commerce avec les Espagnols, ce qui est difficile car ils font partie de l'Union européenne. Et vous voyez Merz assis à côté de lui, silencieux. Juste pour montrer que le fait d'afficher sa loyauté envers les États-Unis est en quelque sorte placé au-dessus de toute loyauté envers les autres États européens. Mais dans l'ensemble, le calcul de Merz, dont il a parlé plus ou moins ouvertement, était l'espoir que s'il montrait une loyauté totale envers les États-Unis sur ce point, alors peut-être que les États-Unis lui rendraient l'appareil et adopteraient la position européenne sur la guerre en Ukraine, qui est de la poursuivre et de ne pas chercher un règlement rapide. Donc, vous savez, les Européens sont un peu dispersés à ce sujet. Ils sont très divisés. Et... Oui, certains essaient juste de voir comment les choses vont évoluer. Parce que s'ils pensent qu'un changement de régime est possible, alors ils veulent miser sur le bon cheval. Maintenant qu'ils voient que la situation ne fait que s'aggraver, et que cela va être un énorme fiasco, certains essaient de faire marche arrière et de prendre leur distance. Donc, ils tirent tous dans des directions différentes. Et je suppose qu'il n'y a rien qui ressemble à une identité européenne en ce moment. Oui, excellente remarque. Je voudrais aussi évoquer la Russie, votre domaine d'expertise. Vous avez toujours été un grand intellectuel et nous avez offert d'excellentes analyses sur la guerre Russie-Ukraine. Je pense qu'un aspect intéressant de cette guerre en Iran est que la Russie en est la principale gagnante, surtout avec le prix du pétrole ayant presque doublé. Cela aide certainement Vladimir Poutine dans ses efforts. Que pensez-vous actuellement de la Russie, de son avantage dans la guerre en Iran et de l'impact sur la future politique étrangère américaine? Eh bien, je pense qu'au moins les avantages temporaires pourraient être assez attrayants. C'est-à-dire que les prix du pétrole montent en flèche, entre 150 et 200 d'ici la fin du mois, si cela continue sur cette voie. Donc c'est bon pour les revenus pétroliers et gaziers russes. Nous voyons que toutes ces armes qui étaient destinées à l'Ukraine pour tuer des Russes sont maintenant détournées vers le Moyen-Orient. Donc c'est aussi bon pour la Russie. Nous voyons que des pays comme l'Inde,
qui cédaient un peu à la pression des États-Unis pour réduire leurs achats de pétrole à la Russie, ont maintenant, vous savez, eu leur retour de bâton. C'est-à-dire qu'ils apprennent maintenant que les États-Unis ont dû revenir vers les Indiens et leur dire « Oh, en fait, vous devriez acheter de l'énergie russe, maintenant. La semaine dernière, on vous disait de ne pas le faire, et on vous mettait la pression avec des menaces. On vous dit maintenant de le faire pour tenter de stabiliser les prix du pétrole. Mais ils ne profitent plus des réductions et doivent payer des primes. Ainsi, les pays qui cèdent à la pression américaine prouvent que ce n'était peut-être pas une bonne idée. Si vous considérez les États du Golfe comme des États de première ligne, ils doivent maintenant, en quelque sorte, arriver à la conclusion que alors que dans les années 90 et 2000 être des États de première ligne pour l'hégémon, c'était une sécurité ultime, alors qu'en restant à l'écart, il n'y en avait pas. Les États-Unis monopolisaient la sécurité. Un hégémon déclinant dans un monde multipolaire sera plus désespéré, et à mesure que les États du Golfe reconnaissent que cela nous rend en réalité plus vulnérables qu'en sécurité, je veux dire, ils ne seraient pas attaqués s'ils n'hébergeaient pas de bases américaines. Ce n'est donc pas une source de sécurité, mais d'insécurité. Ils espèrent sans doute que la leçon se répandra. On entend déjà des discussions en Corée du Sud. Pourquoi faisons-nous cela ? Nous pourrions devenir une ligne de front contre la Chine. Réfléchissons-y. Ils ont aussi remarqué qu'en Corée du Sud, les États-Unis ont retiré les THAAD et Patriots pour protéger quelqu'un d'autre. Comme l'ont signalé les États du Golfe, toutes leurs défenses antimissiles sont parties en Israël. Et ils espèrent probablement que les Européens en viendront aussi à cette conclusion, puisque les États-Unis, maintenant, prévoient de se détourner de l'Europe et de leur laisser tout ce chaos. En d'autres termes, ce ne sont plus les années 90. Jurer une loyauté totale et externaliser sa sécurité aux États-Unis ne vous garantit pas une sécurité totale. Mais aussi, je pense que pour certains, cela pourrait être une possibilité de riposter, je suppose, contre les Européens. J'ai vu un commentateur des médias d'État en Russie qui affirmait que les Britanniques n'auraient pas dû cibler Briansk et la Russie avec ses missiles Storm Shadow, parce que maintenant, l'armée britannique sera ciblée au Moyen-Orient. Ce dont je ne doute pas. Je suis presque certain que les Russes, je n'ai aucune preuve, mais je suis assez sûr qu'ils transmettraient des renseignements aux Iraniens, concernant les radars critiques, la défense antimissile, tout cela. Mais juste pour finir, je pense que même s'il y a beaucoup d'avantages, comme vous l'avez dit, la Russie devient le principal gagnant de cette guerre, ce qui est vrai. Cela ne veut pas dire qu'ils continueront. S'ils ont l'occasion d'y mettre fin, je pense qu'ils le feraient, parce que cela peut dégénérer et devenir une guerre mondiale. Et aussi, ils ne veulent pas non plus voir le gouvernement iranien tomber. Parce que depuis 2014, les Russes sont passés de cet objectif de Gorbatchev, d'une maison européenne commune à la Grande Eurasie. Ils souhaitent que tous les pays de l'Est coopèrent davantage et prônent la multipolarité. Les Russes ne veulent donc pas dépendre uniquement de la Chine. La Chine sera bien sûr le partenaire le plus important, mais c'est un partenariat très asymétrique. Les Chinois sont bien plus puissants économiquement. Cela leur va, tant qu'ils diversifient et tissent des liens avec d'autres grandes puissances comme l'Iran. Et l'Iran est également un nœud clé pour se connecter à l'Inde via ce corridor international de transport nord-sud. Donc ils ne peuvent pas se permettre de voir l'Iran tomber. C'est pourquoi ils feront ce qu'il faut pour aider l'Iran, vous savez, tant qu'il ne s'agit pas, bien sûr, d'une guerre directe avec les États-Unis. Professeur, je souhaitais connaître votre avis car vous avez échangé avec de nombreux analystes et décideurs sur votre chaîne. D'après tous ces échanges, selon vous, quelle est aujourd'hui la plus grande erreur de calcul des décideurs occidentaux concernant l'Iran ? Je pense que nous nous sommes laissés berner par une partie de la propagande. C'est-à-dire que nous nous sommes dit que le gouvernement iranien, ou le régime comme vous dites, est maléfique, illégitime, et essentiellement, notre objectif était d'aider à libérer les Iraniens, ou à libérer les femmes iraniennes. Et cela semble être un objectif très limité, de nature bénigne. Sans honnêteté sur les objectifs, il est impossible de prédire ce que fera l'adversaire. Donc le but a toujours été un changement de régime de la part des États-Unis et d'Israël. Je pense que c'est très clair. Et pour un pays comme l'Iran, qui n'a pas d'opposition unifiée, il n'y a pas de gouvernement de remplacement prêt à être mis en place. Donc, tout changement de régime entraînerait probablement une guerre civile. Différents groupes ethniques pourraient se séparer, ce qui coûterait des centaines de milliers de vies. Donc, il n'y a pas seulement la survie du gouvernement en jeu, c'est l'Iran lui-même. Donc c'est assez significatif. Si vous ne reconnaissez pas la menace que vous représentez pour l'autre camp,
à savoir qu'il s'agit d'une menace existentielle pour l'Iran. Alors vous ne pouvez pas prévoir sa riposte. Par exemple, j'ai lu dans le Wall Street Journal que l'administration Trump avait en quelque sorte écarté la possibilité que l'Iran ferme le détroit d'Ormuz. Sur ma chaîne, j'ai interviewé de nombreuses personnes comme Saïd Mohamed Marandi, ancien conseiller de l'équipe de négociation nucléaire de l'Iran. Il est venu sur ma chaîne et répète depuis des semaines qu'en cas d'attaque, ils fermeront d'abord le détroit d'Ormuz. Et nous allons cibler chaque base militaire des États-Unis dans tous les États du Golfe. Parce que ce sera une guerre pour la survie, et il n'y aura pas d'escalade progressive. Nous irons à fond dès le début. Vous savez, j'ai parlé à des experts occidentaux, à des experts iraniens. Ils ont tous confirmé. Oui, cela a du sens, parce que si vous vous battez pour survivre, c'est ce que vous faites. Mais en Occident, on s'est un peu dit à nous-mêmes. Non, non, non. Nous ne menaçons la survie de personne, parce qu'il faut qu'on se donne de bonnes intentions. Mais si vous n'avez pas une analyse honnête des préoccupations sécuritaires de votre adversaire, alors vous ne pouvez pas évaluer ses politiques, et vous finissez par suivre cette voie désastreuse. Et il en va de même avec l'escalade de Trump. Il suggère que vous savez, si je menace simplement de bombarder l'île de Karg, alors les Iraniens devront lever les mains et admettre que cela va paralyser leur économie. Nous abandonnons. Mais il n'y a pas de capitulation, car capituler signifie la destruction. Cela pourrait signer la fin de l'Iran comme État. Ils continueront donc à se battre et accentueront la pression sur Trump, le contraignant peut-être à agir si le bluff est dévoilé, ce qui embraserait toute la région. Encore une fois, pour moi, c'est exactement comme la guerre en Ukraine. Nous refusons que la Russie voie cela comme une menace existentielle. Nous pensons qu'envoyer quelques armes augmentera le coût et fera reculer les Russes car le jeu n'en vaut pas la chandelle. Pour eux, c'est une menace existentielle. En cas de défaite, ils utiliseraient des armes nucléaires si besoin. Donc, vous savez, c'est pour ça que c'est important. Il faut toujours être honnête à propos de son adversaire. Vous savez, il ne faut pas détester son adversaire. Il faut être honnête concernant ses préoccupations en matière de sécurité. Sinon, vous ne pouvez pas évaluer leur politique ni adapter les vôtres pour renforcer votre sécurité. C'est, selon moi, le principal problème. Je pense que nous nous sommes voilés la face. Nous faisons toujours cela. Idem pour l'Iran. En Afghanistan, nous sommes restés 20 ans pour que les filles aillent à l'école. Nous avons détruit la Libye et la Syrie pour les droits de l'homme. Je veux dire, on a toujours ça. On vend une guerre comme étant toujours au service de l'humanité. Mais vous savez, vous n'êtes pas censé croire ça. C'est la partie propagande. Donc, une fois que cela vous empêche de faire une analyse correcte, je pense que vous allez rencontrer de sérieux problèmes. Parlons spécifiquement de cette opération militaire. Je pense que nous observons les États-Unis. Au départ, le message était probablement « Regardez, nous allons intervenir. Ce sera une guerre rapide. En quelques jours, nous allons régler ça. Nous entamons maintenant la 3e semaine. » Je pense que de nombreux experts estiment désormais que cela ne se terminera pas de sitôt et pourrait être un conflit prolongé. Comme vous l'avez souligné, tout comme le professeur Mirandi, qui fait également un excellent travail en donnant la perspective iranienne, c'est une menace existentielle pour l'Iran, n'est-ce pas? Donc, ils vont poursuivre l'escalade et porter cela à un niveau jamais vu auparavant, parce que pour eux, il s'agit de leur survie. Qu'en pensez-vous concernant les troupes américaines sur le terrain? Je veux dire, leur plan d'attaque en ce moment. Je veux dire, est-ce que Donald Trump est trop impliqué en ce moment? N'a-t-il pas de porte de sortie? L'escalade est-elle la seule option? Pensez-vous qu'il pourrait y avoir des troupes américaines au sol en Iran? Eh bien, d'une manière limitée peut-être. C'est-à-dire, s'ils veulent vraiment ouvrir le détroit d'Ormuz, alors ils devraient essayer, je suppose, d'envahir une partie de leur littoral. Mais il serait très difficile de fournir un soutien logistique. Donc, le nombre de pertes que cela entraînerait et le nombre de troupes qui seraient immobilisées sont difficiles à estimer. Je serais très sceptique quant à la réussite d'une telle opération. Je pense qu'ils préféreraient utiliser des intermédiaires, comme nous le faisons en combattant les Russes via les Ukrainiens. Mais à un moment donné, oui, ils ont suggéré que la CIA armait les Kurdes, à la fois du côté iranien et du côté irakien de la frontière. Mais il s'avère ensuite qu'ils ne voudront probablement pas participer, surtout maintenant qu'ils réalisent qu'ils pourraient être du côté des perdants. Donc, cela n'arrivera pas. Nous avons vu une attaque de drone, dans un endroit quelconque en Azerbaïdjan, ce qui n'avait pas beaucoup de sens. L'Iran a revendiqué toutes les attaques sauf celle-ci. Et donc, il semble que cela aurait pu être une occasion d'essayer d'impliquer les Azerbaïdjanais. Mais l'Azerbaïdjan, qui avait promis de riposter, envoie finalement de l'aide humanitaire à l'Iran. Il commente aussi depuis la Turquie car un missile balistique s'y dirigeait. Les Iraniens ont insisté, tout ce qui se passe dans les États du Golfe, c'est eux.
Mais là, ils disent que non. Et puis... Le chef de la sécurité, quelqu'un en Turquie, a dit quelque chose comme « Eh bien, ils ont suivi une trajectoire différente des autres missiles balistiques, ce qui laisse presque entendre que nous ne pensons pas forcément que c'était les Iraniens non plus. Il n'y a donc pas de recrutement de supplétifs pour les troupes au sol. Les Américains doivent donc envoyer leurs propres hommes, s'ils veulent agir ainsi. » Et je pense que Trump a une certaine aversion pour cela parce qu'il veut des résultats rapides, vous savez, des victoires faciles. C'est ce qu'il veut. Il a exercé des pressions sur le Panama pour des concessions et mené une opération d'un jour au Venezuela. Quand les choses ne se sont pas passées comme prévu au Yémen, il a simplement dit « D'accord, eh bien, on déclare la victoire et on rentre à la maison. » Je pense donc que, comme au Groenland, les Européens ont trop résisté et il s'est finalement retiré. Donc je pense que c'est ce qu'il cherche à faire. Je ne m'attends donc pas à ce qu'il veuille envoyer des centaines de milliers de soldats, surtout maintenant qu'il se bat contre la Russie et peut-être la Chine en même temps. Ça semble juste être un très mauvais pari. Mais dans l'ensemble, je pense que c'était mal planifié. Et cela montre ce qui se passe quand trop d'idéologie influence la prise de décision. L'idée que vous pouvez tuer Khamenei, puis le chef religieux et le chef d'État là-bas. Et puis, d'une manière ou d'une autre, tout le pays va simplement dire « Oui, nous sommes libres, sortir et célébrer. » Et vous savez, cela n'avait aucun sens. Ils ont exagéré son impopularité. Nous voyons que du Bahreïn au Pakistan, en passant par l'Irak, on voit des gens descendre dans la rue en grand nombre, révoltés parce qu'ils ont tué le chef spirituel. Et de toute façon, Khamenei était de confession chiite. Il croyait que les armes nucléaires étaient un péché. Maintenant, son fils a pris la relève, comme en Irak ou en Afghanistan, 20 ans pour remplacer les talibans par les talibans. Ici, nous avons remplacé Khamenei par Khamenei, sauf que son fils n'a pas la même aversion envers les armes nucléaires. De plus, il se trouve que les États-Unis ont aussi tué son père, sa mère, sa sœur, sa femme et son fils, et ont incendié sa capitale. Donc il pourrait, vous savez, ne pas... Je ne m'attendrai pas à ce qu'il soit plus modéré. Et aussi, si vous craignez les armes nucléaires, l'objectif de tenter de priver l'Iran de sa dissuasion conventionnelle, c'est-à-dire de ses missiles balistiques, n'est probablement pas une bonne idée. Une grande puissance comme l'Iran ne restera pas passive. Sans dissuasion conventionnelle, elle aura d'autant plus de raisons de rechercher la dissuasion nucléaire. Souvent, cela va à l'encontre de l'instinct, mais il faut que l'adversaire se sente en sécurité, qu'il dispose d'une dissuasion conventionnelle. Sans cela, il devient désespéré. Quand les pays sont désespérés, alors ils vont chercher la dissuasion ultime, qui est l'arme nucléaire. Donc je pense, oui, que c'était insensé, à tellement de niveaux. Mais encore une fois, le récit qui circule dans les médias et la classe politique, c'est « Eh bien, c'est un homme mauvais. Le régime est mauvais. Pourquoi quelqu'un s'opposerait-il à les bombarder ? Il ne le fait pas, oui, c'est très simpliste. » C'est simpliste. Et je pense que c'est pour ça qu'on a ces chaînes YouTube, pour s'assurer qu'on peut aller au-delà des gros titres et de la propagande et aller au cœur des vrais problèmes ici. Un peu comme vous l'avez souligné depuis beaucoup d'années avec la guerre Russie-Ukraine, vous savez, il faut qu'on reconnaisse nos ennemis. Vous savez, les vraies menaces à la sécurité, non? Un pays réagira différemment à une menace existentielle qu'à une menace mineure pour la sécurité. C'est très basique, mais nos responsables de la politique étrangère ne le comprennent pas. Professeur, pouvez-vous donner votre avis sur le rôle d'Israël dans cette guerre? Beaucoup de gens en Amérique en ce moment pensent que dans l'ensemble, c'est l'Amérique qui défend Israël. Nous faisons le travail d'Israël. En réalité, des vies américaines sont en train d'être perdues sur le terrain en ce moment, vous savez, pour soutenir Israël. Nous avons des gens comme le sénateur Ted Cruz, très insistant pour mettre les intérêts d'Israël au-dessus de ceux des États-Unis, tout comme le sénateur Lindsey Graham. Il n'hésite pas à adopter cette position. J'aimerais avoir votre avis sur l'implication d'Israël dans tout ça. Est-ce qu'ils sont fortement touchés en ce moment? Quelle est la situation là-bas? D'abord, une partie du problème venait du récit. Habituellement, lors d'une guerre, on planifie non seulement l'aspect militaire, mais aussi le récit. Il faut simplifier les choses et s'assurer que tout le monde avance dans la même direction. Cela n'a pas vraiment été fait ici. Je pense qu'ils ont même fait semblant, ou s'attendaient à un changement de régime rapide. Et puis, tout le monde sait qu'on ne peut pas célébrer car il est interdit de dire du bien du gouvernement. Aucune explication claire n'a été donnée sur leur intervention. Quelle était la raison ou les objectifs? Il est difficile de croire qu'Israël n'était pas impliqué. Je veux dire,
l'Iran n'est pas une menace pour les États-Unis. Oui, à l'avenir, ils développeront des missiles pouvant atteindre les États-Unis, mais ils ne les ont pas encore. Les menaces, ce sont les capacités et les intentions. Ils n'ont pas les capacités. De plus, ils n'ont pas ces intentions. Cette tentative de dépeindre le gouvernement iranien comme totalement irrationnel, comme des molafous voulant détruire le monde. Ce n'est pas réel. Donc, la seule explication logique ici semble être que cela a été fait sous la pression d'Israël. Et il n'est pas nécessaire, vous savez, si vous allez sur YouTube, vous pouvez trouver que Netanyahou, depuis les années 1990, essaie de pousser chaque président américain à faire la guerre à l'Iran. Heureusement, ils ont tous eu le bon sens de comprendre que ce serait une catastrophe totale parce qu'on ne peut pas contrôler toutes les variables. Donc ils ne l'ont pas fait en réalité. Mais vous avez vu, par exemple, Rubio. C'est le meilleur exemple de pourquoi le récit était faussé. Une fois qu'ils ont compris que la guerre serait un échec, il faudra rendre des comptes. Les gens demandent alors « Est-ce légal ? Comment cela peut-il l'être ?» Et puis, il y a des mots magiques que vous pouvez utiliser pour que ce soit légal. Vous pouvez dire « menace imminente ». En cas de menace imminente, vous pouvez lancer une frappe préventive. Mais bien sûr, ce sont les États-Unis qui ont déployé leurs troupes autour de l'Iran, pas l'inverse. Mais son argument était que, eh bien, Israël allait attaquer l'Iran. Et il était donc très probable que l'Iran riposterait contre les forces américaines, qui sont maintenant massivement présentes dans la région contre l'Iran, ce qui constituait déjà une défense bien fragile. Ensuite, on peut se demander la question qu'ils lui ont d'ailleurs posée. Donc, Israël nous a entraînés dans cette guerre. C'est ce qu'a dit Rubio, puis il a ajouté. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Donc, vous savez, vous avez vu ça. Donc, en quelque sorte, tout le monde sait que c'est Israël qui voulait cette guerre. Et je pense que cela montre aussi le problème plus large qu'Israël a eu, qui atteint en quelque sorte un point critique, c'est qu'est-ce que la sécurité pour Israël ? Est-ce de faire des compromis et la paix avec ses voisins ? Ou est-ce simplement d'avoir une dissuasion maximale et d'imposer sa volonté ? Eh bien, Israël était plus enclin à faire des compromis dans le passé, mais après la guerre froide. Après la guerre, les États-Unis, seul centre de pouvoir mondial, ont choisi une stratégie hégémonique. C'était intégré dans la stratégie de sécurité nationale, selon laquelle la sécurité dépend de la primauté mondiale. Personne ne peut défier les États-Unis. Ainsi, il n'y aurait pas de rivalité entre grandes puissances, puisqu'il n'y a qu'une seule puissance. C'était la stratégie. Et puis, bien sûr, l'hégémon n'a pas à faire de concessions. Il peut imposer sa volonté partout dans le monde. Qu'est-ce que cela signifiait pour Israël ? C'était aussi une opportunité. C'est là qu'est apparue en 1996 la stratégie du clean break, élaborée par de nombreux faucons israéliens pour Netanyahou. Et l'argument était que la sécurité ne devait pas dépendre de tous ces compromis douloureux et de ces concessions faites aux voisins. Nous devrions simplement maintenir une dissuasion maximale et imposer notre volonté. Ce n'est pas un hasard. À mon avis, cela s'est produit dans les années 90, car il ne restait qu'une superpuissance, les États-Unis, qui soutenait Israël. Israël n'a donc jamais eu à faire de concessions et pouvait agir comme il le souhaitait. Eh bien, maintenant nous sommes à un moment très critique. Nous sommes 30 ans plus tard, en 2026. Et maintenant, Israël doit faire un choix. Les États-Unis, vous savez, leur position relative s'affaiblit. Vous avez l'émergence d'autres grandes puissances. Ses voisins deviennent aussi plus puissants. Si je devais conseiller Israël, je dirais, si vous pouvez obtenir un meilleur accord aujourd'hui que demain, concluez-le maintenant. Votre principal soutien, la raison pour laquelle vous n'avez fait aucune concession, est maintenant dans une position affaiblie. Ils ont clairement exprimé vouloir délaisser la région pour se concentrer sur l'hémisphère occidental et l'Asie de l'Est. Vous voulez donc maintenant faire ces concessions et la paix. Mais au lieu de cela, il semble qu'ils aient choisi l'autre voie. C'est-à-dire, eh bien, nous pouvons éliminer la tête ici, l'Iran, qui est notre principal adversaire. C'est notre dernière chance. Sinon, nous devrons être comme les autres pays et faire des concessions. Donc, il semble que c'est ce qu'ils ont choisi de faire. Et je pense que, oui, votre public a probablement vu cette vidéo du général Wesley Clark. Je crois que c'était en 2006 ou 2007, où il explique qu'il s'est rendu au Pentagone en 2001, juste après les attentats du 11 septembre. Et il a ce mémo sous les yeux où il dit « D'accord, nous allons renverser 7 pays en 5 ans. » Et oui, les États-Unis l'ont fait. Ils ont maintenant attaqué tous ces 7 pays. Mais le dernier sur la liste, le dernier à éliminer, le vrai, vous savez,
Le patron, si vous voulez, le plus grand de tous, ce serait l'Iran. C'est comme ça, c'est avec ça qu'il voulait finir. C'est un peu la fin du chemin. Et c'est là que la réflexion saine entre vraiment en jeu, parce que le problème avec le gouvernement des États-Unis, c'est que nous n'avons jamais vraiment eu une attaque aérienne réussie qui a abouti à un changement de régime. Vous ne pouvez pas envoyer des bombes dans un pays, le bombarder jusqu'à le réduire en miettes, puis vous attendre à ce qu'il y ait ce changement de régime magique. Un nouveau gouvernement arrive, tout devient paisible. Comme vous l'avez dit, regardez le nouveau guide suprême en Iran. Son père a été tué, sa mère a été tuée, sa famille a été tuée. Il va certainement y avoir beaucoup de vengeance. Et je pense aussi au niveau de la société, l'Iran est l'une des sociétés les plus anciennes du monde. Ce pays compte plus de 90 millions d'habitants. Beaucoup d'Américains ignorent de nombreux aspects de cette histoire, y compris ceux qui dirigent notre politique étrangère. J'aimerais avoir votre avis sur l'avenir du monde multipolaire. Je pense que c'est une tendance que nous avons observée ces dernières années. Vous aviez dit qu'à l'époque de la guerre froide, le monde était plus unipolaire, dominé par les États-Unis en tant que leader et nation suprême. Cela a beaucoup changé avec la montée en puissance de la Chine ces 30 dernières années. La Chine est devenue une grande puissance économique rivalisant avec les États-Unis. D'autres pays émergent aujourd'hui. La Russie a su survivre à une guerre longue et difficile. Nous avons certainement vu l'Iran réagir d'une manière que, comme vous l'avez mentionné plus tôt, beaucoup de responsables de la politique étrangère américaine ne pensaient pas possible, notamment fermer le détroit d'Ormuz. Ils ont réussi à le faire. Cela a ébranlé les marchés mondiaux. Cela a affecté tous les États du Golfe. Alors, cette guerre va-t-elle simplement accélérer notre passage vers un monde multipolaire? Et dans ce nouveau monde multipolaire, qui voyez-vous émerger comme les grands acteurs? Non. Oui, nous allons continuer à avancer vers ce monde multipolaire. Permettez-moi d'abord d'aborder la puissance aérienne. Vous avez raison, l'histoire montre clairement, sans aucun doute, que la puissance aérienne seule ne peut pas imposer un changement de régime. Il est important de noter, comme nous l'avons vu dans les guerres américaines, que si vous contrôlez le ciel, c'est un avantage énorme. Mais comme on l'a vu en Libye et ailleurs, il faut des gens sur le terrain pour vraiment combattre. Donc c'est un soutien, mais ça ne peut pas être la seule chose. Et entrer dans un pays immense comme l'Iran, avec 90 millions d'habitants et un territoire énorme, très montagneux bien sûr. C'est très difficile à faire. Comme le fait Trump, vous savez, il dit « Oh, nous avons frappé 5500 cibles ». Oui, vous avez détruit beaucoup de choses, mais cela en soi n'est pas un indicateur de succès. Qu'avez-vous accompli avec ça? Si tout ce que vous avez maintenant, ce sont des Iraniens qui vont détester les États-Unis pendant des décennies, alors ce n'est pas du tout un grand accomplissement. Et en effet, nous voyons maintenant l'Iran. Il pourrait être affaibli. Mais comment va-t-il réorganiser son économie? Eh bien, nous le voyons devenir membre à la fois des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai. Donc je pense. Oui, c'est là-dessus qu'ils vont miser davantage maintenant. Tout cet objectif de, vous savez, lever les sanctions, s'intégrer davantage aux économies européennes, je ne pense pas que ce soit du tout à l'ordre du jour. Et vous savez, ce n'est pas seulement le moment unipolaire, c'était un ordre bipolaire pendant la guerre froide. Oui, il y avait d'autres grandes puissances, enfin, principalement une, l'Union soviétique, mais c'était les États-Unis qui dominaient tous les principaux leviers économiques du pouvoir. C'étaient les États-Unis qui possédaient les technologies dominantes, ils avaient les industries de pointe, ils contrôlaient les corridors maritimes physiques autour du monde grâce à leur puissante marine. Ils avaient la principale monnaie mondiale. Ils contrôlaient les principales banques de développement. Donc ils étaient puissants à tous égards. Donc, ce que nous voyons maintenant n'est pas ce que les soviétiques faisaient, qui était principalement un équilibre militaro-technologique. C'est un équilibre économique et géoéconomique. Et puis, bien sûr, la Chine étant le pays leader, capable de proposer des alternatives. Mais ce n'est pas aussi centré sur la Chine qu'on le suggère souvent, car beaucoup de pays souhaitent avoir plus de diversification. Et donc, je pense que vous voyez cela maintenant venir de la Chine, de la Russie. L'Inde veut aussi plus de multipolarité. Même des alliés comme la Turquie refusent de choisir entre un bloc chinois et un bloc américain, préférant rester une puissance indépendante. Cela signifie que vous devez être capable de travailler avec toutes les grandes puissances, et non pas en choisir une au détriment des autres. Et je pense que c'est la direction que cela prend. Et oui, cela signifie donc une plus grande répartition des centres technologiques, des chaînes d'approvisionnement, des industries.
Et tu as mentionné les corridors physiques. Je veux dire, maintenant les Russes vont prendre la tête dans ce corridor arctique. Les Iraniens montrent que s'ils le veulent, ils peuvent fermer le détroit d'Ormuz. Le Yémen peut fermer l'accès à la mer Rouge. Tous ces accès ne sont plus comme ils l'étaient auparavant, et cela présente des avantages ainsi que des inconvénients. L'inconvénient, bien sûr, c'est que vous risquez d'avoir trop de rivalité. Vous voulez avoir la liberté de navigation. Une fois qu'il y a un hégémon, il aura intérêt à garantir un accès libre. Mais ce n'est tout simplement plus la répartition du pouvoir aujourd'hui. Il faut donc une coopération fondée sur la multipolarité. Et oui, nous n'en sommes pas encore là. Je crois que la malédiction actuelle est que les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN tentent de ramener le monde à l'unipolarité, alors que le reste du monde aspire à la multipolarité. Et cela crée, je suppose, le pire des deux mondes. Parce que maintenant, on peut contrôler tous ces leviers économiques de pouvoir, c'est-à-dire la technologie, les corridors de transport, les banques et les monnaies. Pourtant, nous sommes tous en compétition, alors que nous devrions chercher à coopérer. Nous vivons une époque vraiment historique, surtout avec cette guerre contre l'Iran. Professeur, j'ai une dernière question pour vous. Et cela vient du fait que je sais que vous interviewez parfois 2, 3, voire 4 personnes par jour pour votre propre podcast. Vous faites un travail incroyable. Nous ajouterons les liens vers votre Substack et votre chaîne YouTube en description pour que chacun puisse vous suivre. J'aimerais vous poser une dernière question. À travers toutes ces conversations, quelle est la tendance dont presque personne dans les médias ne parle, mais que nous devons tous comprendre pour saisir cette guerre? Eh bien, la tendance générale de tous les conflits que nous voyons de nos jours, je dirais, c'est ce glissement vers la multipolarité. Je pense qu'il est important de comprendre les politiques des différents États. Par exemple, j'ai reçu à plusieurs reprises l'ancien directeur de l'analyse russe à la CIA, George Bibi, et j'ai trouvé qu'il l'expliquait de manière très brillante pour comprendre ce que font les Américains. Parce que pour les Européens, on voit juste Trump comme étant imprévisible, et dans une large mesure. Mais le plan, c'est d'attendre qu'il parte. Cela n'a pas de sens, car comme il le dit, il faut examiner la répartition internationale du pouvoir. Quand le système était hégémonique, les actions des États-Unis avaient du sens. Si vous voulez dominer le monde entier, alors que faites-vous en Europe? Eh bien, vous élargissez l'OTAN par exemple, et vous repoussez les Russes hors d'Europe, parce que maintenant les Européens seront loyaux, et les Russes seront obéissants. Eh bien, dans un monde multipolaire, tout change. L'Amérique ne peut plus être partout. Elle doit établir des priorités. L'hémisphère occidental et l'Asie de l'Est. Vous devez donc délaisser le Moyen-Orient et l'Europe. Être en Europe, essentiel dans les années 90 pour élargir l'OTAN, n'a désormais plus de sens. Maintenant, vous vous retrouvez coincé en Europe, impossible d'en sortir, et vous poussez les Russes vers la Chine. C'est exactement la dernière chose que vous voulez faire. Donc, toutes les actions entreprises. L'idéal de se détourner de l'Europe, ce n'est pas juste Trump qui fait du Trump. Il y a de véritables objectifs derrière cela. C'est pareil que d'essayer de s'emparer du Groenland. Je n'y tiens pas particulièrement, mais j'en vois la logique. Les Américains essaient régulièrement d'obtenir le Groenland depuis 1867. Eh bien, ils reviennent sans cesse à ce sujet. Ça ne veut pas dire que j'apprécie cela, mais il ne faut pas simplement rejeter ça comme si Trump était fou. Je pense qu'il y a un intérêt stratégique pour les États-Unis à acquérir cela. Et ça a toujours été comme ça au fil des années. Et donc, je pense que c'est important. Je pense qu'il est important que ces calculs soient faits. C'est-à-dire, comment tendre la main? Quels pays contrebalancer? Lesquels cherchez-vous à confronter? Et aussi, oui, avec l'Iran. Je ne pense pas que cette guerre aurait eu lieu maintenant, s'il n'y avait pas eu ce changement dans la répartition internationale du pouvoir. C'est-à-dire, comme je l'ai mentionné. Avec Israël, ce sera sa dernière chance, après avoir poussé à cette guerre pendant 30 ans, d'éliminer réellement l'Iran. Si cela n'est pas possible, l'Iran commencera à intégrer son économie de façon plus étroite dans ce groupe eurasiatique qu'est les BRICS et l'OCS. Soudainement, les sanctions, vous savez, elles ne fonctionneraient plus. C'est un autre aspect de la multipolarité. Lors d'une période unipolaire, comme dans les années 1990, si l'hégémon impose des sanctions, soit vous vous alignez, soit vous êtes paralysé. Dans un monde multipolaire, vous laissez un grand marché à d'autres. Donc maintenant, les Iraniens cherchent comment rapprocher leurs économies de la Russie, de la Chine, de l'Inde, et voient comment la coopération technologique, comment ils peuvent gérer la finance, mettre en place de nouveaux corridors de transport. Tout cela, c'est ce sur quoi ils travaillent.
Donc je pense que ce changement de pouvoir explique beaucoup des positions que les pays prennent aujourd'hui. Et oui, c'est pareil avec la guerre contre la Russie. Je veux dire, si vous ne voyez pas cela à travers ce prisme, ce changement dans la répartition internationale du pouvoir, je pense que vous manquez une partie très importante de la façon dont les règles du jeu changent très rapidement. Oui, je suis tout à fait d'accord. Professeur, j'ai menti. Il me reste une dernière question. Comment voyez-vous la fin de cette guerre? Quelle est votre prédiction? Pensez-vous que les États-Unis, vous savez que potentiellement Donald Trump déclare simplement une victoire et se retire, laissant la région beaucoup plus instable qu'avant? Pensez-vous que cela va s'éterniser pendant de nombreux mois encore et devenir, vous savez, potentiellement une autre guerre sans fin dans laquelle les États-Unis s'engagent? Quelles sont vos prédictions? Je pense que Trump admet que c'était une erreur. Certains de ses conseillers disent aussi qu'il faut une porte de sortie. Il pourrait faire comme il l'a fait au Yémen, simplement déclarer la victoire et se retirer. Le problème ici, c'est que ce n'est pas une guerre avec une maîtrise de l'escalade. Les États-Unis peuvent choisir d'entrer en guerre, mais non de la façon dont elle se déroule. Par exemple, l'Iran menace le détroit d'Ormuz et les États du Golfe. Ils ne pouvaient pas décider de cela. Ils ne pouvaient pas opposer leur veto. Et ils ne peuvent pas décider quand la guerre se termine. Pour les Iraniens, c'est similaire aux Russes. Ils ne veulent pas juste un cessez-le-feu, mais un règlement politique. Sinon, ils savent que ce sera comme Minsk, juste un répit avant de reprendre le conflit. C'est ce qui inquiète aussi les Iraniens. C'est-à-dire que les États-Unis et Israël n'ont pas renoncé à l'objectif de briser la nuque de l'Iran. Donc, je veux dire, ils ont fait cela pendant la guerre de 12 jours. Israël manquait de missiles et de défense aérienne. Trump a largué des bombes, a proclamé la victoire, puis est parti. Les Iraniens ont accepté. Quelques mois plus tard, ils reviennent et tentent un autre changement de régime, sans succès. S'ils repartent simplement, les sanctions paralysantes persistent. Les États-Unis commencent alors à se réapprovisionner et à se préparer pour la prochaine fois, vous savez, pour réessayer. Cela n'a pas vraiment de sens pour l'Iran, car son économie et ses infrastructures sont détruites. Il sera affaibli. Il veut un règlement politique à cette guerre. Donc il veut les États-Unis. Encore une fois, c'est notre objectif maximaliste. Ils veulent que les États-Unis se retirent de la région, c'est-à-dire qu'ils quittent le Moyen-Orient. Ils veulent que les États du Golfe paient des réparations pour le coût des destructions en Iran. Je ne pense pas qu'ils obtiendront quoi que ce soit de tout cela. Mais c'est parce que, eh bien, ils pourraient l'obtenir s'ils faisaient exploser toutes les bases américaines dans la région, ou si les États arabes décidaient que c'est trop risqué d'accueillir des bases américaines. Mais Trump aussi, vous savez, il a besoin d'une victoire parce qu'il y a les élections de mi-mandat. Toute sa crédibilité politique repose là-dessus. Donc il ne peut pas partir sans quelque chose qu'il puisse appeler une victoire, tandis que les Iraniens ne le laisseront pas partir sans quelque chose qu'ils puissent appeler une victoire. Donc, il n'est pas clair pour moi comment cela va continuer. Et ce qui m'inquiète, c'est que les États-Unis commencent à manquer de ces défenses aériennes. Les Iraniens déploient des drones et missiles toujours plus puissants. Et ils pilonnent Israël. Nous ne recevons pas beaucoup d'images à ce sujet, mais c'est parce que les Israéliens ne le permettent pas. J'ai aussi lu aujourd'hui dans Haaretz, le journal israélien, que David Sachs, l'un des principaux conseillers de Trump, avait averti Trump qu'Israël risquait la défaite et pourrait utiliser des armes nucléaires contre l'Iran. Et je n'en doute pas, je pense que c'est un problème énorme. Les États-Unis et Israël sont des pays fortement militarisés. Ils ont tous les deux des stratégies de sécurité liées à la domination régionale. Comment pouvez-vous accepter la défaite, être vaincu par les Iraniens, accepter de retirer des bases ou payer des réparations? Sinon, si la situation bascule maintenant en faveur de l'Iran, ce qui semble déjà fait, les États-Unis et Israël ne parviennent pas à intercepter ces missiles qui continuent de frapper leur ville. À un moment donné, ils subiront une pression pour agir. Donc je pense que cela pourrait s'aggraver jusqu'à l'utilisation d'armes nucléaires. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Je pense. Je mettrai ça en dessous de 50% bien sûr, mais c'est l'un des risques parce que je ne vois absolument aucune issue ici. Mais encore une fois, j'espère peut-être me tromper. Peut-être que les Iraniens aimeraient aussi mettre fin à cela. Je crois que les États-Unis ont conclu qu'ils ne pouvaient pas changer le régime. L'armée ne capitulera pas, et la société ne fera pas pression sur le gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'il reste?
Je pense que leur principale carte aujourd'hui, c'est l'île de Karg. Si vous faites ça, plus besoin de retenue en Iran. Ils feront exploser toutes les installations énergétiques dans tous les États du Golfe. Et à ce moment-là, toute l'économie mondiale partira en vrille. Donc, il y a beaucoup de scénarios horribles. Ce qui amène à se demander pourquoi. C'est pourquoi tous les autres présidents ont résisté à la pression d'Israël pour aller à la guerre. Donc non, je n'ai pas de grandes prédictions. Tout ce que je sais, c'est que je ne vois aucune issue, et cela pourrait nous mener vers quelque chose de très dangereux. Professeur, vous avez très bien expliqué la situation, ce sont aussi mes préoccupations. Et je pense vraiment que nous devons nous inquiéter de la menace potentielle qu'Israël utilise une bombe nucléaire, parce que si cela conduit à une guerre nucléaire, évidemment, cela changerait complètement la face du monde. Donc, je pense que c'est certainement une préoccupation. Et vous savez, la meilleure chose que nous puissions faire, c'est de réaliser des entretiens comme celui-ci. Nous pouvons essayer d'obtenir des éclairages. Je sais que vous et moi travaillons chaque jour pour essayer de comprendre ce qui se passe réellement en Iran et d'apporter ces informations à nos téléspectateurs. Je veux donc simplement vous remercier pour tout votre travail remarquable et vous remercier pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme mentionné, la chaîne YouTube du professeur Glenn Deason et son Substack seront dans les infos ci-dessous. Je suis Cyrus Johnson et nous espérons vous revoir très vite pour la prochaine vidéo.